violences à l'endroit des jeunes filles et des femmes sont les types de violences qu'on remarque actuellement dans le monde entier. Elles sont récurrentes. Aujourd'hui, nous parlons des violences basées sur le genre et c'est avec le docteur Sanogo Ismaël. Quels sont les différents types de violences basées sur le genre? Quelles sont les conséquences à la fois sur la victime et son environnement? Quelles sont les solutions qu'on pourrait trouver? Tout ça, nous en parlons aujourd'hui avec, je rappelle, le docteur Sanogo Ismaël qui est psychiatre. Bienvenue sur cette émission, votre émission Business Matin Santé. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Bienvenue sur le plateau. Merci bien. Alors docteur, aujourd'hui nous parlons des violences basées sur le genre. Je voudrais d'abord, avant qu'on aille plus loin, définissons ce que c'est que les violences basées sur le genre. Merci bien. Les violences basées sur le genre sont un peu tout un ensemble. C'est tout acte qui est de nature à causer du mal ou des souffrances physiques, psychiques et sexuelles sur les femmes. Et y compris les menaces que cela va engendrer, que ce soit en public ou en privé. Généralement, elle doit être prise en compte dans un contexte de subordination de la femme. Et le rôle majeur du genre qui va influencer ici la vulnérabilité de la femme à la violence. Voilà. Donc, il faut préciser déjà de prime abord que les violences basées sur le genre sont dirigées contre les femmes. Oui, elles sont dirigées contre les femmes, les filles et à un degré moindre les enfants. Les enfants. Ok. Quelles sont les différentes formes de violence basées sur le genre? Généralement, on peut avoir 3 grands groupes. La liste est exhaustive, mais on prend 3 grands groupes. On a d'abord les sévices corporels, on a aussi les mauvais traitements psychologiques et enfin on a les excisions féminines. Mais dans le mauvais traitement psychologique, il faut voir en cela le harcèlement sexuel, il faut voir les mariages forcés et les mariages précoces et puis ici les privations de liberté. Voilà. Donc si on veut entre griffes les bourreaux, oui. Est-ce qu'on pourrait les définir? Parce que vous avez parlé tout à l'heure du harcèlement, oui. Vous avez parlé de l'excision, oui. Oui, les bourreaux. Oui, quand on parle généralement de ces cas de type-là, il y a toujours des victimes. Quand on parle des victimes, c'est qu'il y a des bourreaux. Et donc, généralement, les victimes, comme on l'a dit, c'est basé sur le genre. Donc, ce sont les femmes, les filles et les enfants. Et les bourreaux sont généralement les maris, les hommes qui, par le genre, influent sur ces personnes-là. À quel moment, docteur, on dit qu'on a subi ou bien on subit une violence basée sur le genre? Généralement, on subit une violence basée sur le genre lorsque on arrive à un état où la personne est déprimée. Je m'explique. Si vous prenez par exemple trois images. La première image est une image où on a une pâte à modeler, c'est-à-dire on a un rond. On met un rond. La deuxième image, la deuxième image, on a un rond où on a par exemple quelque chose qui vient sur ce rond qui essaie de déprimer ce rond-là. Et la troisième image, c'est ce rond-là même qui est déjà déprimé. Pour dire que la première image, c'est la personne qui est normale. La deuxième image, c'est la personne qui subit une influence, qui subit une violence. Et la troisième image, c'est la personne qui est déprimée parce qu'ayant subi cette violence-là. Et c'est là, véritablement, tout le sens de cette violence basée sur le genre. Parce que cela va découler généralement des conséquences qu'on va avoir de ce traumatisme-là. Effectivement, un traumatisme qui peut être physique, mais c'est un traumatisme aussi qui peut être psychique. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des conséquences. Je voudrais maintenant qu'on en vienne. Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre, sur l'individu d'abord traumatisé? Oui. Généralement, cet individu qui est à la phase 3, c'est-à-dire qui est déprimé, qui est dans cet état-là, il y a des conséquences qui peuvent être médicales ou physiques, et puis on a des conséquences qui peuvent être psychiques. Si on vient sur les conséquences psychiques, on a des individus qui vivent un état, la plupart du temps, un état de stress post-traumatique. Il y a eu un traumatisme et ils vont avoir un stress qui sera lié à ce traumatisme. On va avoir des gens qui sont déprimés. On peut avoir des gens qui auront des troubles alimentaires, des troubles anxieux, des troubles du sommeil parce qu'on commence à ruminer par rapport à cette situation-là. Et on peut avoir aussi des troubles qui sont des troubles cognitifs, c'est-à-dire la personne va avoir des difficultés de concentration, des difficultés d'attention et même de la vigilance. Mais si on vient sur le volet médical, les conséquences sur le volet médical, on aura généralement des personnes qui peuvent avoir des troubles cardiovasculaires.
et respiratoires. Quand vous voyez ces personnes qui sont dans ces situations, elles ont des palpitations, elles ont des difficultés pour respirer. Vous allez avoir des troubles gastro-intestinaux parce que quand elles sont dans ces situations-là, elles ont des difficultés pour pouvoir manger. Quand vous leur présentez de la nourriture, la situation fait qu'elles n'arrivent pas à manger. On peut avoir des troubles endocriniens, c'est-à-dire ce sont des personnes qui peuvent avoir une hypersudation. À tout moment devant une situation, elles commencent à transpirer. On peut avoir des troubles rhumatologiques, des personnes qui, devant des situations, ont des difficultés pour pouvoir avancer. Donc, on a des conséquences médicales et on a des conséquences aussi psychiques. Voilà. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Sanogo Ismaël qui est psychiatre. Aujourd'hui, nous parlons des violences basées sur le genre. Docteur, je voudrais maintenant qu'on aborde un peu la question traumatisme, du psychotraumatisme. Et je voudrais qu'on parle maintenant de comment peut-on expliquer les différentes réactions psychopathologiques de l'individu face à son traumatisme. Généralement, face au traumatisme, l'individu va réagir de différentes manières. Généralement, quand vous avez la personne vit un stress, on a un impact qui sera dévastateur à court, moyen et long terme. Généralement, cet individu-là qui voit une situation venir va commencer à déprimer. Il nous importe, nous, en tant que thérapeute, de permettre à rassembler des éléments qui vont permettre de comprendre, d'essayer de soigner ces individus-là. Et c'est ce qui nous amène à expliquer ces phénomènes-là. De toutes les façons, quand quelqu'un est déprimé, on reconnaît beaucoup plus les conséquences médicales. Mais les conséquences psychiques sont méconnues, alors que ce sont elles qui sont beaucoup plus importantes, parce qu'elles vont traîner sur tout le long terme. Toute la vie de l'individu, si elles ne sont pas prises en charge. Et quand elles ne sont pas prises en charge, on débouche sur une situation. Laquelle? Comment pouvons-nous expliquer qu'une femme qui est brimée continue de vivre avec son bourreau qui peut être son époux? Comment une femme qui a vécu une situation continue d'être dans cette situation, mais de manière, elle vit une différence vis-à-vis de cette situation? Et c'est là toute l'explication psychopathologique qui va en découler. Oui, comment on l'explique? On explique cela par différents événements. D'abord, quand on a une situation de traumatisme, on a un stress. Et le stress va s'exprimer de différentes manières. Face à ce stress-là, l'individu, le cerveau va produire certains mécanismes de défense ou d'adaptation et qui vont permettre à l'individu de pouvoir se protéger. Lorsque c'est une situation qui est extrême, comme une violence, comme un viol, alors, en ce moment-là, il y aura au niveau de l'individu un système qui va être un dysfonctionnement ou une disjonction. Et une disjonction qui va s'expliquer un peu comme quand on a un survoltage au niveau du circuit électrique. Quand on est dans une maison et qu'on a un survoltage, la plupart du temps, on a le compteur qui s'arrête. Et c'est le même phénomène qui se produit au niveau de l'individu. Donc, si on revient un peu à l'explication, face à une situation de stress, quand le stress est minime, on a une production au niveau de l'organisme, une production des hormones de stress. Ces hormones-là, on a l'adrénaline dont on parle tout le temps. L'adrénaline, on peut avoir le cortisol. Mais généralement, cette production de ces hormones-là va avoir une influence au niveau du pronostic vital de l'individu. Donc, chaque fois que l'individu va avoir un stress, il va commencer à avoir une tachycardie. Le cœur va commencer à battre. Et l'individu va commencer à être anxieux. Et s'il est anxieux, quelquefois, on a ce qu'on appelle un IDM, qui est un infarctus du myocarde, et quelquefois un AVC. Donc l'individu va entrer dans un état qui va mettre en jeu son pronostic vital. Lorsque le traumatisme est très violent, on a parlé tantôt de viol ou de choses, alors en ce moment-là, il y aura au niveau de l'individu la production de certains mécanismes. Donc, les hormones de stress qui vont être produites en grande quantité, il y aura une réaction au niveau de l'individu. Une réaction au niveau de l'individu, il y aura la production d'hormones anti-stress pour éviter que l'individu ne meure. Parce que les hormones de stress, elles viennent comme pour
pour créer une situation difficile. Et donc, l'organisme va produire encore des hormones anti-stress. Donc, on parle de la morphine ou la kétamine light. Généralement, celles-là, quand elles sont produites en grande quantité, elles vont aboutir à un phénomène, elles vont créer une anesthésie au niveau émotionnel. Donc, elles créent cette anesthésie au niveau émotionnel et sensoriel, ça fait que l'individu commence à ne plus se sentir dans ces situations, il commence à être indifférent. Et cela va agir sur un certain mécanisme qui est la dissociation. Et cette dissociation-là, elle va aboutir à un phénomène où l'individu va être là, il va avoir un sentiment d'étrangeté. Il va être là, mais pas vraiment là. Pas vraiment là. Il y a une situation qui se présente, il regarde la situation sans être présent. On a un sentiment d'étrangeté, on a une dépersonnalisation. Voilà comment cela s'explique. Voilà. Et docteur, dans tout ce que vous avez dit, il y a la place de la mémoire. Je voudrais maintenant qu'on parle du rôle de la mémoire traumatique. Oui, qu'est-ce que la mémoire traumatique dans tout ce que vous expliquez là? Pour arriver à la mémoire traumatique, il faut parler de certains des événements anatomiques, de certaines phases anatomiques. Au niveau de l'anatomie, au niveau du cerveau, on a un système au niveau du cerveau qu'on appelle l'amygdale. Lui, il gère les réponses émotionnelles et les réponses au niveau de tout ce qui est émotion et sens. Et on a l'hippocampe qui est le siège de la mémoire. Généralement, au niveau, quand on a un stress qui survient de manière ponctuelle, l'amygdale va donner un signal. Il va s'allumer, il donne un signal et il apporte les informations qui vont être intégrées au niveau de l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire. Mais quand on a une situation on a un stress qui est violent, lorsque le stress est violent, et les informations, on a une rupture, on a une disjonction dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un survoltage, il y a une grande information qui arrive et donc il y a un survoltage. Et le survoltage va créer une rupture entre l'amygdale, l'information qu'apporte l'amygdale et l'intégration de cette information au niveau de l'hippocampe. Cette information donc reste au niveau sensoriel. Et donc quand elle reste au niveau des amygdales, elle va rester, elle ne pourra plus être gérée, donc elle reste de manière périphérique. C'est ce qui explique le fait que l'individu va commencer, dans cet état de stress-là, va commencer à se remémorer de tous les événements qui se passent. Donc on a une reviviscence des événements et des flashbacks, c'est-à-dire à tout moment, il va voir les événements qui vont lui passer. Et c'est ça qui crée les insomnies, c'est ça qui crée tous les malaises qu'on venait de citer tantôt. Voilà. Docteur, je voudrais savoir, l'une des manifestations visibles d'un traumatisme ou bien d'une violence qu'on a subie, c'est le stress? Parce que le stress ne fait que revenir dans vos propos. Oui, parce que le stress est l'élément prépondérant quand on est victime d'une violence basée sur le genre. Parce que tout le traumatisme qui est généré au niveau psychologique, le stress est l'élément prépondérant. Voilà, c'est pour ça qu'on parle. Et donc, ces événements qui vont rester au niveau superficiel, au niveau de l'amygdale, là, ce sont ces événements-là qui constituent cette mémoire-là, mémoire qui est traumatique. Voilà. Une mémoire traumatique parce que c'est une mémoire qui nous revient tout le temps et qui crée toujours cet effet de traumatisme-là. Voilà. Dans ce cas-là, comment interpréter, nous qui sommes peut-être étrangers à cette histoire, qui vivons dans l'environnement de quelqu'un qui a été victime des violences basées sur le genre, comment interpréter le comportement de la victime? Interpréter le comportement de la victime, il faut faire très attention parce que le commun des mortels, quand la personne est victime de ces situations, on a l'impression qu'elle ne fait pas d'efforts. Or, elle fait beaucoup d'efforts, mais c'est les événements qui la rapetissent. Je m'explique. Les victimes sont beaucoup plus hantées par cette mémoire traumatique-là. Et donc, quand elles sont hantées par cette mémoire traumatique, il y a deux possibilités. La première possibilité, elle est provoquée par le fait que chaque fois que ces individus se retrouvent, on a le stress, on a la reviviscence des événements nous amène au stress initial. Donc s'il y a le stress initial qui survient, la personne va se sentir comme si elle avait encore la production des hormones de stress et ensuite il y aura une réponse avec les hormones anti-stress jusqu'à ce qu'on aboutisse à l'anesthésie. Le deuxième élément que nous avons et qui est vraiment patent, qui fait que la personne est indifférente, c'est surtout le fait que face à une situation de danger, l'individu peut se remettre dans une position de stress.
puisqu'elle a déjà intégré cet événement-là, peu importe la situation de danger, peu importe la situation, même si c'est pas lié directement au type de violence que l'individu a subi. Voilà. Et chaque fois, elle peut se remettre dans ces situations de danger. Chaque fois qu'elle rencontre une situation de danger, elle peut se remettre dans la position de stress. Alors va découler tout ça. Et il aura une faute. Comme il y a déjà eu des productions d'hormones de stress et d'antistress, ici, il y a une grande production d'hormones antistress qui va créer cette anesthésie-là émotionnelle. Et donc, l'individu va entrer dans cette phase de léthargie, cette phase dissociative-là, qui fait que, vous la verrez, elle est indifférente devant toutes les situations. Rien ne l'intéresse. Voilà. La question, c'était, docteur, plus précisément, c'est pourquoi nous qui sommes à côté, nous interprétons mal très souvent le comportement des individus victimes de traumatisme ou bien de violence contre le genre, basé sur le genre. Pour répondre à cette question, je vais essayer de caricaturer par un dicton que nous avons sous nos tropiques ici. On dit celui qui est dans Mania et celui qui est hors de Mania n'a pas la même manière de sentir la douleur. Donc celui qui vit la situation est apte à expliquer la situation par rapport à celui qui est à côté, qui voit la situation, mais qui a tendance à interpréter parce qu'il n'a pas vécu la situation. Pour lui, toute la situation, quand on vous dit, mais on ne comprend pas, vous avez un problème avec votre mari, mais bon, abandonnez-le, laissez-le. Mais pourquoi, à cause de cette situation, vous n'arrivez pas à manger? Mais vous ne pouvez pas comprendre que il y a un intérêt, il y a quelque chose qui les lie, qui fait que la personne refuse de se détacher. Et donc, ça crée cet état-là. Et donc, c'est tous ces événements-là qui font que la personne qui vit la situation, pour elle, il est difficile pour cette personne de sortir de ce désastre-là. Mais nous qui sommes à côté, nous interprétons parce que nous ne vivons pas la situation. Et parce que nous sommes ignorants. Ignorants, il y a l'ignorance parce qu'on n'a pas, comme je le disais un peu plus haut, il y a l'ignorance. C'est pour cela que le personnel médical, et effectivement le personnel médical qui doit accompagner, doit être aussi pris en charge. En fait, c'est pour dire que doit être informé de tous ces éléments-là pour qu'il y ait quand même une certaine prise en charge. Parce que, quelquefois, quand le personnel médical n'est pas briefé sur ces éléments-là, on a tendance à ignorer, et on rentre dans un état comme les différents parents qui ont tendance à minimiser la situation de l'individu Docteur, vous parlez de prise en charge. Oui. Dans ces situations, les personnes victimes de violences basées sur le genre, est-ce que ce sont ces personnes-là qui doivent se rendre vers vous, par exemple, pour solliciter des aides, ou l'environnement, l'entourage doivent les y emmener? On peut avoir plusieurs types. La plupart du temps, c'est l'individu lui-même qui se dirige vers le centre de santé parce qu'il vit une situation. Mais de plus en plus, c'est l'entourage qui constate que, il ne fait aucun effort. Parce qu'on se rend compte qu'on lui a donné tous les conseils qu'il faut, parce que pour nous, seuls les conseils peuvent faire évoluer la situation. Mais on se rend compte que malgré les conseils, la situation n'évolue pas, alors on va chercher de l'aide. Sinon, la plupart du temps, il y a deux mécanismes. Est-ce que dans ces cas-là, le traitement qu'on lui inflige à la victime a des chances d'aboutir, si c'est pas lui qui prend, si c'est pas la victime elle qui prend l'initiative? Oui, c'est la même chose. L'évolution peut être favorable quel que soit le type de saisine du médecin. La dernière question maintenant, docteur. Que pouvons-nous retenir des conséquences psychotraumatiques des violences basées sur le genre? Ce qu'on peut retenir, il faut dire que les conséquences psychotraumatiques des violences basées sur le genre sont un problème lancinant, et donc il faut faire une prise en charge. Et cette prise en charge, il ne faut pas dire simplement que la prise en charge, elle est seulement psychologique. Elle peut être neurologique parce qu'on a vu qu'il y a un élément qui est important, c'est qu'il y a une rupture au niveau du circuit émotionnel de l'individu. L'autre élément qui est important, c'est que la prise en charge, s'il n'y a pas une bonne prise en charge, les symptômes peuvent perdurer toute la vie. Quand il y a une bonne prise en charge, l'individu peut se sortir parce que cette prise en charge-là, elle se fait soit par une psychothérapie, soit par un autre type de psychothérapie qu'on appelle l'EMDR, qui prend en compte tout ce qui est psychotraumatisme.
Et enfin, un élément, pourquoi? Parce que le cerveau qui est déprimé peut retrouver sa position parce que le cerveau est d'une plasticité. Et l'élément prépondérant sur lequel on va terminer, c'est que si l'individu n'est pas pris en charge, cela peut être un élément causal de beaucoup d'éléments d'hospitalisation. Parce que ces individus qui auront tous ces traumatismes vont toujours aller à l'hôpital et seront toujours hospitalisés. On aura beaucoup d'arrêts de travail et ces individus ne pourront pas aller au travail et on aura aussi des mises en invalidité. Et tout cela va agir sur le rendement de l'individu, de l'entreprise et du pays. Donc les violences basées sur le genre sont des violences qu'il faut prendre en compte parce que les conséquences sont désastreuses. Et les traiter efficacement surtout. Voilà. Merci, Dr Sanogo. Merci. Nous recevions sur notre plateau aujourd'hui Dr Sanogo Ismaël pour parler des violences basées sur le genre. C'est ici que prend fin cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain.